Alors, pour accéder aux automatismes, on retourne dans le centre d'administration. On peut aller dans Objets et règles et on va avoir ici la partie SLA. Pensez bien avant à configurer votre emploi du temps. On l'avait fait dans une vidéo précédente, mais si jamais c'est pas fait, c'est important justement parce qu'on va le prendre en compte lorsqu'on va configurer nos SLA. Donc, j'arrive ici, je vais cliquer sur ajouter une politique SLA. Fondamentalement, on peut en ajouter plusieurs. C'est le cas avec des gros services clients. Si vous avez des partenaires externes et que vous avez négocié des délais de traitement différents, vous allez pouvoir appliquer des SLA différents en fonction de groupes, par exemple. C'est ici qu'on va pouvoir, grâce aux conditions, gérer ça. Généralement, si on est dans des équipes service client un peu plus petites, une politique de SLA devrait suffire. Donc, on va lui donner un nom. Éventuellement, vous pouvez ajouter une description. Et ensuite, on a un jeu de conditions, un peu comme sur les déclencheurs ou sur les automatismes, qui va dire, OK, sur quel ticket cette politique SLA doit s'appliquer. Donc moi, j'ai envie que ça s'applique sur tous mes tickets. Donc, je vais prendre quelque chose d'assez large. Je vais dire, OK, la marque et Impli, j'en ai qu'une. Donc, tous les tickets en fait, qui sont créés de toute façon sont liés à cette marque-là, du coup. Et je vais simplement utiliser ça comme condition. Comme ça, je suis sûr que c'est appliqué partout. Une fois que j'ai fait ça, j'ai cette partie-là qui sont les objectifs. Donc, les SLA, on le disait un peu dans la première vidéo, on peut les mesurer de plein de manières différentes. On en a 6. On a le délai avant première réponse. On a le temps d'attente du demandeur. On a le temps de travail de l'agent. Le temps de réponse suivant. Mise à jour périodique. Et mise à jour avec mise en pause. Donc, on peut mesurer beaucoup de choses, mais je vais vous dire lesquelles on utilise le plus souvent. Alors, il y en a 3. Le premier, c'est le délai avant de première réponse. Donc, c'est assez simple à comprendre. On a un ticket qui arrive. On se donne pour objectif d'y apporter une première réponse en, par exemple, 1 heure pour les tickets avec une priorité urgente. Donc, ce délai avant de première réponse, c'est vraiment une réponse de l'agent et ça ne prend pas en compte l'email automatique d'accusé de réception que vous avez mis en place. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que les tickets qui sont urgents, j'ai envie d'y répondre en 1 heure. Si c'est élevé, en 2 heures. Si c'est normal, en 6 heures. Dans la vidéo sur les déclencheurs et les priorités, moi, je n'utilise pas la priorité basse, mais on peut la configurer tout de même avec 6 heures. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un deuxième, moi, que j'ai envie de mettre en place, c'est le temps de réponse suivant. Donc on a fait une première réponse, imaginons que le client nous recontacte. Dans ce cas-là, il y a ce deuxième SLA qui va s'enclencher en disant, OK, s'il m'a répondu, je dois lui répondre en tant de temps. Alors, vous avez deux choix. Soit vous prenez les mêmes mesures que le délai avant première réponse, soit vous estimez que la seconde réponse est, on va dire, moins primordiale pour vous, et donc vous pouvez allonger ce délai de réponse suivant. C'est à vous de voir. Moi, je trouve que se focus uniquement sur le délai avant première réponse n'est pas suffisant. Donc généralement, je conseille de mettre l'équivalent ici sur le temps de réponse suivant. Voilà. Alors, si on se focus sur ces deux métriques, on va pousser les agents à répondre vite, mais on les pousse pas forcément à répondre de manière efficace.
Donc on peut avoir ce biais où un ticket arrive, on doit y répondre de manière urgente, et plutôt qu'aller chercher ou faire une réponse complète, on va poser une question voilà, qui fait qu'on puisse y répondre, l'envoyer, et on se pose simplement une question. Donc pour moi, c'est aussi important de mesurer, on va dire, le délai de résolution complet, ce qui permet de mesurer aussi la qualité et de ne pas penser uniquement en termes de vitesse. Pour mesurer du coup le délai de résolution, on a deux SLA qu'on peut choisir. C'est le temps d'attente du demandeur ou le temps de travail de l'agent. On peut sélectionner les deux, mais la bonne pratique, c'est d'en sélectionner une seule. Donc, quand on parle de temps d'attente du demandeur, on va mesurer le temps total qu'un ticket passe en statut nouveau, ouvert ou en pause. Et si on choisit le temps de travail de l'agent, on va uniquement choisir nouveau, ouvert. Donc ça dépend dans la manière dont vous vous positionnez. C'est-à-dire que si on prend ici temps d'attente du demandeur, on fait vraiment un focus sur la partie client, c'est-à-dire que si c'est en pause, bon, c'est pas l'agent qui s'en occupe, mais c'est quand même nous, quelqu'un en interne, qui s'en occupe. Et donc, on veut mesurer ce temps-là dans nos métriques. Au contraire, si on choisit le temps de travail de l'agent, ici, on va mesurer le délai de résolution sans prendre en compte finalement le temps que le ticket passe auprès d'un autre service dans l'entreprise. Donc, tout dépend du point de vue que vous voulez avoir. Je pense que le mieux, c'est toujours en fait de se mettre du point de vue du client. Et donc, si on se met du point de vue du client, on va choisir le temps d'attente du demandeur en prenant en compte le statut en pause, ce qui permet aussi voilà, de s'assurer que quand un ticket est en pause auprès d'un autre service, on relance et qu'il y a un enjeu, quoi. Donc moi, je vous conseille de prendre le temps d'attente du demandeur. Et donc là, c'est le temps passé dans ces statuts-là. Donc forcément, ça va être plus important que les délais de réponse. Donc on peut très bien imaginer, OK, on veut maximum qu'un ticket urgent passe 6 heures dans ces statuts-là. C'est-à-dire que si il y a trop d'échanges sur ce ticket-là, par exemple, si on a 4, 5, 6 échanges, il y a de grandes chances que ce délai de résolution, c'est-à-dire le temps d'attente du demandeur, soit dépassé. Et dans ce cas-là, ça peut mettre un warning. Donc ça peut être 6 heures pour les tickets urgents, ça peut être 12 heures pour les élevés, et puis on peut mettre 24 heures pour les tickets avec une priorité basse. Donc voilà, moi c'est vraiment les métriques que je conseille. Après les délais, c'est vraiment en fonction de vous, de votre métier, que vous allez pouvoir les définir. Dernière option, on peut choisir le type d'heure, donc soit heure calendaire, soit heure ouvrée. Donc heure calendaire, c'est-à-dire que ça veut dire que tout le monde travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc moi je ne vous le conseille pas. Et je vous conseille plutôt d'utiliser les heures ouvrées qui prennent en compte du coup les horaires que vous avez créés dans votre emploi du temps. Ce qui permet par exemple, si vous ne travaillez pas le week-end et que vous avez un ticket urgent qui arrive le week-end, forcément, si vous ne travaillez pas, le SLA sera rompu, mais il va vraiment juste du coup se réenclencher quand vous allez commencer à travailler le lundi matin, par exemple à 9 heures. Et donc du coup, c'est ça qui colle le plus à la réalité. Si jamais vous utilisez heure calendaire, vous risquez d'avoir toujours vos SLA en rouge, ça peut être démotivant pour vos agents, et du coup, ça ne reflète pas non plus la réalité. Donc je vous conseille de choisir heure ouvrée pour ces SLA. Donc j'enregistre. Donc la politique SLA est créée, et maintenant je vais vous montrer un exemple de comment c'est pris en compte dans le système Zendesk. Ok, je viens de faire un ticket test via un email, et donc il est arrivé dans ma boîte de réception, enfin une de mes vues. On y reviendra dans le chapitre juste après pour vous montrer comment les configurer. Mais mon ticket est ici. J'ai cette pastille qui s'affiche, qui indique le délai que j'ai pour y répondre.
Donc ça correspond au SLA qu'on a mis en place. Donc je vais ouvrir le ticket et je vais aller creuser dans les coulisses pour voir exactement comment ça s'est passé. Pour le faire, je vous le rappelle, il faut aller ici dans événements. En tant qu'admin Zendesk, vous allez y passer beaucoup de temps. C'est ce qui vous permet en fait de comprendre vraiment par où passe le ticket, quels sont les déclencheurs qui s'activent, les automatismes qui s'activent, de comment les priorités, les champs de tickets, etc. Donc c'est vraiment essentiel de savoir où ça se trouve. Donc ce ticket-là, bon, j'ai certaines informations qui sont classiques, donc j'ai le demandeur, j'ai le sujet, etc. qu'il a mis, et puis je vois les déclencheurs qui s'activent, donc ça c'est propre à mon instance. J'ai un déclencheur ici qui me permet de dire que ça correspond au pays France, ça lui assigne ici une priorité normale, et ça l'assigne au groupe numéro 1. Et une fois que j'ai ça qui est passé, j'ai ma notification qui dit au client que le ticket est en cours de traitement. Donc c'est un message automatique et bien sûr ça ne compte pas hein, pour un délai de première réponse. Une fois que j'ai tout ça, je vois qu'il y a ma politique et c'est la TES qui s'applique. Pourquoi? Parce que c'est un ticket qui appartient à la marque Impli et donc c'est pris en compte. Et ensuite j'ai deux objectifs qui s'activent, l'objectif du délai avant première réponse et l'objectif de temps d'attente du demandeur. Donc c'est ce qu'on a mis en place dans les SLA. Donc le délai avant première réponse et le temps d'attente du demandeur. Le temps de réponse suivant, ça s'affiche pas maintenant parce qu'en fait, pour l'instant, c'est qu'une première réponse. Par contre, si je réponds au client qui me répond à nouveau, j'aurais plus cet objectif de délai avant première réponse, mais j'aurai l'objectif de temps de réponse suivant. Et ensuite, l'objectif de temps d'attente du demandeur, comme c'est le délai de résolution, lui, va toujours être là en arrière-plan pour me dire que j'ai un temps global de 24 heures pour finalement résoudre le ticket dans sa globalité. Donc, j'ai deux SLA qui s'appliquent. Si je vais sur la petite pastille, je vais voir ici que j'ai jusqu'au 5 décembre, 4h30 de l'après-midi, pour y répondre. Alors pourquoi? Si je retourne dans mon emploi du temps, je vois que je ne travaille pas normalement le samedi et le dimanche. Or là, on est le samedi matin à 12h14. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le SLA va vraiment, entre guillemets, s'activer quand on va retourner au bureau le lundi matin à 9h. Et donc c'est vraiment à partir de là que les 6 heures vont... on va commencer voilà, le minuteur de 6 heures. Donc là, j'arrive le lundi matin à 9h. Donc il va se passer 3h30 jusqu'à midi. Et donc, on fait 6 moins 13h30. Il restera 2h30 pour y répondre. Et ça va redémarrer à 14h parce que j'ai une pause déj entre les deux. Et donc, si on fait de 14 plus 2h30, donc ça va être à 16h30, le délai maximum auquel je vais devoir répondre. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur le SLA qui correspond à l'objectif de délai de première réponse. Et ensuite, concernant le délai de résolution total, ça indique cette date-là. Donc le calcul il est un peu plus complexe parce que ça comprend 24 heures, mais vous avez compris le principe. Donc voilà comment fonctionnent les SLA quand on les voit en tant qu'agent et comment ça se passe derrière. Et on va voir du coup dans le chapitre suivant l'organisation des vues, du coup ici à gauche. Et on va voir que les SLA jouent un rôle important si on y a accès pour pouvoir les trier, ces tickets-là, de manière croissante, décroissante, on va voir exactement, de manière automatique. Donc voilà pour les accords sur les niveaux de service. Si vous avez le plan pro, c'est important de le mettre en place. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment clean en termes d'organisation et de priorisation. Donc je vous encourage vivement à le faire.